Espace TV, le 22h. Nos excuses pour ce léger retard. Bienvenue à ce 22h. Au sommaire, 3 des 4 ministres nommés hier ont pris fonction ce mardi. Maurice Sanda Kouyaté, Julien Yombuno et Charlotte Daffé s'engagent à mener des réformes nécessaires dans leurs départements respectifs. L'implication du CNRD dans la crise à la RTG a porté fruit. La Direction générale du média public promet de satisfaire 7 des 17 points de revendication des travailleurs. Les journalistes ont émis des réserves. À Kamsar, bisbille autour d'une affaire de 12 milliards de francs guinéens. L'argent devrait servir à l'extension du marché Sahara. Les commerçants et les autorités communales s'expliquent. Oumar Sori Kamara et Salifouli Fossissé nous édifieront davantage sur ce conflit qui fait beaucoup de bruit dans la cité bauxitique. C'est notre angle de ce mardi 26 octobre. Dans une série de décrets lus à la télévision nationale ce mardi 26 octobre 2021, le président de la transition a procédé à la nomination de 4 ministres, dont 3 femmes. Il s'agit de la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Yaka Sidibé, précédemment directrice générale de l'Institut supérieur des mines et de la géologie de Boké. Aïcha Nanette Conté, précédemment spécialiste protection de l'enfant à UNICEF Guinée, nommée ministre de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Le ministère de l'Information, de la Communication est quant à lui revenu à Rose Paula Prissemo, précédemment directrice générale du Bureau de stratégie et de développement au ministère en charge des investissements et des partenariats publics-privés. En dernier lieu, Yaya Sow, précédemment juge consulaire au tribunal de commerce de Conakry, occupe le poste de ministre des Infrastructures et des Transports. Je vous le disais il y a un instant, 3 des 4 nouveaux ministres ont officiellement pris fonction ce mardi aux affaires étrangères, à la fonction publique et à la pêche. Les nouveaux chefs de département ont été installés par le ministre secrétaire général du gouvernement. Ils s'engagent à opérer des réformes nécessaires au bénéfice des Guinéens. Suivez-les au micro d'Elseni Bari et Aliouba. Avant de prendre fonction au poste de ministre de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime, la nouvelle ministre a eu droit au rappel des défis qui l'attendent. Il s'agit entre autres de la lutte contre la pêche illicite, illégale, non autorisée, le développement des capacités des ports de pêche, l'aménagement des pêcheries, l'amélioration des conditions de conservation et l'exploitation judicieuse de nos ressources halieutiques, la valorisation des produits de pêche et le développement des industries de transformation et de commercialisation. Des défis que la nouvelle ministre compte bien relever avec le soutien de tous les cadres de son département. Aux travailleurs et cadres du département, je tiens à dire que de leur adhésion, leur persévérance et leur dévouement dépendra la réussite de la politique gouvernementale en matière de pêche, d'économie maritime et d'aquaculture. Au ministère du Travail et de la Fonction publique, Julien Yombuno a lui aussi été installé ce mardi. Le promu aura la lourde tâche d'assainir le fichier de l'administration publique guinéenne, la biométrie pour tous les fonctionnaires et pas seulement. Je voudrais tout simplement pouvoir compter sur mes prochains collaborateurs tout en gardant à l'esprit que nous sommes bien le ministère du Travail et que nous sommes aussi le ministère de la Fonction publique. Donc, d'un service éminemment public qui n'est ni notre entreprise privée, personnelle, mais qui doit être au service absolu de toutes les populations guinéennes, sans discrimination aucune. Sur les 4 ministres qui ont été nommés lundi soir, juste 3 ont pris fonction. Le ministre de la Santé est attendu à Conakry ce vendredi pour son installation.
Il est le nouveau chef de la diplomatie guinéenne. Maurice Sanda Kouyaté a pris fonction ce mardi au lendemain de sa nomination par le colonel Mamadi Doumbouya. Le promu, un habitué de la sphère internationale, est conscient du déficit de représentativité de la Guinée dans le concert des nations. Il compte bien, avec l'accompagnement de ses cadres, relever le défi. Aminata Massile Bangoura et Aliouba. Dès le lendemain de sa nomination, le ministre des Affaires étrangères a été officiellement installé dans ses fonctions dans la journée de ce mardi par le ministre secrétaire général du gouvernement. Abdourahmane Sike Kamara rappelle les défis qui attendent ce nouveau ministre. Il s'agira pour vous et pour tous les cadres du département d'œuvrer à mettre en confiance la communauté internationale sur les objectifs de la transition qui aboutira sans aucun doute à la mise en place des institutions fortes et à l'organisation des élections crédibles, inclusives et transparentes. Prenant la parole, le ministre Maurice Sanda Kouyaté a interpellé les Guinéens sur le rôle de chacun pour la réussite de la transition, surtout pour le développement de la Guinée. Ne croyons pas, nous les Guinéens, que notre sort se trouve à l'Union européenne, que la vie du paysan de Malakuta, que la vie du paysan de Panziazou se trouve dans les mains des députés européens, des députés chinois ou des députés américains. À nous de forger notre vie par nous-mêmes. Plus loin, le numéro 1 du ministère des Affaires étrangères a également lancé une invite aux partenaires pour une transition réussie. La Guinée tend la main à tous nos partenaires. La Guinée va poser sa transition sur la table. Elle ne sera pas à négocier, elle est déjà négociée par les Guinéens. Elle sera à aider, à supporter. Et pour cela, nous comptons sur eux. Le nouveau des Affaires étrangères était auparavant directeur exécutif du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles. Médecin de formation, il a reçu en 2020 le prix Nelson Mandela de l'ONU. Les ministres déjà nommés par le colonel Mamadi Doumbouya sont mieux connus des Guinéens. Ce sont des propos de Mamadou Sylla tenus ce mardi pour le président de l'UDG. Ces cadres, pour avoir longtemps servi en dehors de la Guinée, ne connaissent pas suffisamment le pays. Ils pensent que ceci pourrait entamer la transition qui pourtant suscite autant d'espoir chez les Guinéens. Rosaline Goto-Monemo et Yacouba Traoré l'ont interrogé. Pour le président de l'UDG, les ministres déjà nommés sont méconnus du grand public et ne connaissent pas les véritables problèmes du pays. Ils trouvent que c'est une réalité qui a joué contre la gestion de l'ancien président Alpha Condé. Mamadou Sylla déplore la lenteur dans la mise en place du gouvernement de transition. Pour lui, avec cette allure, la transition risque de s'étendre sur plusieurs années. Tous les éléments qui viennent comme ministres maintenant, ils sont tous... viennent quand même des Nations Unies et autres. Il faut connaître la Guinée aussi beaucoup, pour connaître les Guinéens. Et ça a embêté vraiment le gouvernement ou le président Alpha. Toutefois, le président de l'UDG salue les actions déjà menées par le CNRD depuis sa prise du pouvoir. En première ligne, le gel des comptes. Lui-même dit avoir été victime de gel de biens lors du régime précédent. Tout ce qui est bien de l'État, on peut le récupérer. Et je crois que même l'ancien président Saki l'a dit, moi j'avais beaucoup d'infrastructures de l'État, telles que des grands magasins au niveau de même port. Bon, il a récupéré tout. Dès le lendemain du coup d'État perpétré par la junte le 5 septembre dernier, l'UDG a soutenu la prise du pouvoir par le CNRD. Récemment, il a fait un mémorandum composé de 3 principaux axes, dont la durée de la transition fixée à 2 ans, le nombre des membres du gouvernement à 25 et la composition du CNT à 150 membres.
Les acteurs de la société civile dénoncent le nombre élevé de Guinéens de la diaspora dans la nomination du gouvernement. Pour eux, ceux-ci ne maîtrisent pas très bien les réalités de notre pays. Ils militent pour les cadres exerçant en Guinée. Si cette idée semble mûrir dans la classe citoyenne, le président de la CONASOC ne pense cependant que cette transition nécessite la participation de tous. Guina Bangoura et Djibril Kabak Kamara. La nomination partielle des membres du gouvernement est diversement appréciée par des activistes de la société civile. Si certains apprécient la diversité ethnique et régionale des nouveaux ministres, d'autres sont plutôt sceptiques. À mon avis, c'est quelque chose que nous, en tant qu'acteurs de la société civile et qui œuvrons pour la promotion de la paix et de l'unité nationale, nous trouvons bon et normal pour qu'il y ait toujours, n'est-ce pas, une gestion inclusive. La Guinée, c'est pour tous les Guinéens. Si seulement que c'est les Peuls qui peuvent faire l'affaire, alors nommons que les Peuls. Il faut prendre les gens sur la base de leur mérite. Pour ces acteurs, le président de la transition ne doit pas seulement penser aux Guinéens de l'étranger, il doit aussi mettre avant les cadres résidents dans le pays. Tout ce qu'on a nommé pour l'instant, c'est des gens qui ont quitté la Guinée depuis plusieurs années. Ils ne maîtrisent pas tous les compartiments. Donc, ces gens qui sont restés pourraient essayer de mettre les bâtons dans leurs roues et ça va être très difficile à gérer. Et si cette transition ne réussit pas, c'est le peuple de Guinée qui aura perdu. Le président de la coalition nationale des organisations de la société civile guinéenne salue la démarche du colonel Doumbouya et son premier ministre. C'est des gens qui ont eu des mérites et qui sont retrouvés dans des institutions internationales. Donc ça, ce n'est pas effectivement des diasporas. Le contraire, ils ont eu l'occasion de travailler dans plusieurs institutions, dans plusieurs pays où ils ont pu acquérir effectivement de l'expérience. Ces acteurs de la société civile sollicitent une transition apaisée et réussie avec la participation de tous les Guinéens, tous bords politiques et ethniques confondus. Autre volet de l'actualité, condamné pour vol aggravé, les ennuis judiciaires du colonel Mamadou Alpha Bari peinent à s'estomper. Les avocats du gendarme ont introduit une requête à la Cour suprême ce mardi pour des fins de sursis à l'exécution contre l'arrêt numéro 24 de la Cour d'appel de Conakry. Le procès a été renvoyé en novembre. Le compte-rendu est signé Ali Badra Kamara, Alseni Kamara. Il est condamné à 4 ans de prison ferme à la cour d'appel de Conakry et au paiement d'une amende de 140 millions de francs guinéens pour vol aggravé. Le dossier du colonel Alpha Bari a refait surface devant les magistrats de la Cour suprême de Conakry après une requête des avocats de la défense. Si la loi n'est pas appliquée, donc nous on continue. Puisque la loi n'a pas été appliquée dans sa totalité, c'est pourquoi nous avons pris le pouvoir la Cour d'appel pour la Cour suprême. Donc c'est pourquoi nous sommes devant la Cour suprême pour l'application stricte de la loi, c'est tout. Avisé de nouveau par la Cour suprême pour l'ouverture du procès, la partie civile n'a pas répondu à l'appel ce mardi. Une absence qui justifierait ce renvoi de l'audience au 9 novembre prochain. Je ne sais pas pourquoi il ne s'est pas présenté aujourd'hui, sinon qu'il était informé et il a reçu l'avis d'audience. Il n'a pas comparu, je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu. Mais de toute façon, puisque la Cour suprême, la Chambre a pris la décision, donc en renvoyant cette affaire au 9 novembre prochain, ultime renvoi, donc celui qui ne viendra pas ce jour-là, la Cour va prendre sa décision. Condamné le 9 juillet 2020, le colonel Mamadou Alpha Bari a passé 18 mois en prison. La Guinée sera bientôt dotée d'un nouveau code de santé publique. Des cadres du ministère de la Santé se sont réunis ce mardi pour entamer les travaux de validation du dit document. Ce nouveau code devrait parfaire le système de santé publique. Suivez les détails avec André Mossier-Milimono et Tiarosa Doba. Le nouveau code de santé publique sera adapté aux réalités du moment et aux nouvelles maladies qui sévissent en Guinée et dans le monde. Pendant 4 jours donc, ces acteurs de la santé se pencheront sur l'élaboration de ce document qui pourrait renforcer le système de santé publique en Guinée. La situation pandémique que nous vivons avec la Covid-19. C'est prenant en compte cette situation, et particulièrement celle que nous avons vécue dans notre pays en 2014,
que le ministère de la Santé s'est rendu compte que le premier code n'était plus adapté au contexte. Cette réalité est encore d'actualité et nous impose donc d'avoir un nouveau code de santé publique. Le nouveau code de santé publique prendra en compte tous les paramètres de sorte que les défaillances au niveau du système de santé guinéen soient résolues. Il n'y a pas de guide des patients qui doit permettre aux patients, par exemple, quand il vient dans une structure hospitalière, il a des droits et des obligations que nous devons faire respecter, que les professionnels de santé doivent faire respecter. Donc en inscrivant cette innovation dans le nouveau code de santé, c'est comme si les autorités sanitaires du moment prennent en compte les soucis ou le constat ou tout ce qui est dénoncé aujourd'hui par notre population. Le représentant de l'OMS a quant à lui salué l'initiative et fonde l'espoir que les populations guinéennes bénéficieront des soins de qualité les années à venir à travers l'élaboration de ce document. La contribution des uns et des autres va nous permettre d'avoir un document de qualité qui pourra permettre au ministère, les 10 prochaines années à venir, de fournir les soins de qualité. L'ancien code de santé publique en Guinée existe depuis 1997 et n'a jamais bénéficié d'aucun changement. L'Alliance des médias pour les droits humains en Guinée a tenu une conférence de presse ce mardi pour parler de la liberté de la presse pendant la transition en Guinée. Comment garantir la liberté de la presse, les défis et problèmes auxquels sont confrontés les journalistes? Ce sont entre autres questions abordées au cours de la conférence de presse animée par RSF pour rappeler les autorités sur la nécessité de respecter la liberté de la presse, mais aussi l'attention sur le rôle que jouent les journalistes libres et professionnels dans la production et la diffusion des informations. Mohamed Valek-Touré, reportage. Depuis 2010, la loi L002 dépénalise les délits de presse en Guinée. Mais avec le régime défunt, plusieurs journalistes ont été convoqués par la police judiciaire. Après sa mission en avril dernier en Guinée, RSF et l'Alliance des médias pour les droits humains en Guinée souhaitent garantir la liberté de la presse pendant et après la transition. En 2021, la presse a connu avec une situation difficile, très difficile, marquée par des exactions, de l'acharnement, des menaces, des intimidations, des arrestations arbitraires des journalistes dans l'exercice de leur métier. Le rapport dresse un panorama de l'état de la presse en Guinée et montre les défis auxquels sont confrontés les journalistes guinéens. Les journalistes souvent intimidés, les cas de violence se produisent autour des événements politiques majeurs et très souvent, certains sont convoqués par des hommes en tenue. C'est justement dans l'optique d'apporter son soutien, son accompagnement et sa solidarité, mais aussi son expertise aux médias guinéens. RSF salue le courage des journalistes guinéens à exercer leur métier dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Malgré les conditions politiques et économiques souvent difficiles, le collectif appelle la junte à ne ménager aucun effort pour garantir l'exercice libre de la profession du journaliste. On pourra évaluer la sincérité des engagements de la transition à l'aune du respect qui vous sera accordé quand vous irez travailler sur des affaires de mauvaise gouvernance ou des affaires de corruption. En 2017, Reporters sans frontières a classé la Guinée 101e sur 180 pays dans l'indice mondial de la liberté de la presse, ce qui représente une chute de 15 places depuis 2013. 2 incidents de violence, dont un ayant trouvé la mort, contre les journalistes auraient eu lieu depuis 2015, ainsi que la disparition d'un autre journaliste. Je vous le disais au sommaire, désormais, les problèmes de tous les services de la radio et de la télévision d'État sont mis sur table. La direction générale, après sa rencontre avec le CNRD, qui s'est impliqué pour décrisper la situation, a promis de régler 7 des 17 points de revendication sans préciser le délai. Des journalistes émettent des réserves quant à la sincérité du bureau de Sekouba Savani. Reportage Mamoudou Boulere Diallo. Dans la salle grand public de la télévision nationale, ces secrétaires généraux à tour de rôle prennent la parole pour faire des restitutions de la rencontre avec la junte au pouvoir.
La liste non exhaustive des problèmes qui freinent l'évolution de la radio-télévision guinéenne a été faite. C'est le moment pour nous syndicalistes de traiter la situation de la RTG de façon générale, mais pas au cas par cas et service par service. L'origine du problème, la violation du code de travail par la direction générale de la RTG. En lieu et place d'un stage de 3 mois renouvelable une fois, des journalistes se sont tapés près de 10 ans pour les uns, 20 ans pour les autres. Le cas de la rédactrice en chef adjointe de la radio nationale est une illustration. Moi-même, j'ai été admise ici depuis 1993 en tant que stagiaire. Et après 12 ans de stage, nous avons été recrutés à la RTG. Depuis 2002, je suis assistant bénévole, comment on appelle ça, de l'équipe de la RTG qui était basée à Bouquet. J'avoue que nous avons tapé à toutes les portes. Parce que ce que nous ont fait entendre ici à la RTG, que ce n'est pas la RTG qui emploie. Et la RTG nous utilise tous les jours. Nous sommes dans la présentation, nous sommes dans les reportages, nous sommes dans les émissions, mais la RTG ne nous emploie pas. Dans l'immédiat, la direction générale promet de résoudre 7 des 17 principaux points de revendication. Il s'agit entre autres l'équipement de la radio, le rétablissement de la connexion Internet, la levée des suspensions des journalistes et émissions avec la liberté des tomes, le paiement des arriérés des primes des chauffeurs. Je reste sur ma faim. On a posé 17 problèmes. En attendant, la direction trouve la solution à 7 problèmes. Mais on ne donne pas d'échéance à la résolution à ces problèmes. Depuis quelques jours, le torchon brûle entre le maire de la commune de Matoto et ses conseillers après un conclave avec la gouverneure de la ville de Conakry ce mardi. Un terrain d'entente a été finalement trouvé et qui devrait mettre fin au bras de fer. Antoinette Dédé Onivogui, Amara Alexila. Le maire de la commune de Matoto, Mamadou Batos Kamara, et les conseillers communaux ont finalement trouvé un terrain d'entente à l'issue de leur entretien avec la gouverneure Mawasila. Les conseillers menaçaient de destituer le maire pour mauvaise gouvernance et manque de communication. C'était le manque de transparence. Ce n'était pas un problème, comme les gens le disent, partage d'argent. Non, ils géraient et n'informaient pas les autres. La réunion a permis de démêler les divergences. Le linge sale a été lavé en famille, rassure le porte-parole des conseillers. Je vais vous dire maintenant que tout va bien. Grâce à Madame la gouverneure, grâce à la sagesse de tous les conseillers, à la compréhension de tous les conseillers, tout va bien. Matoto marche maintenant. Pour Ismaël Doucouré, il est question aujourd'hui que tous les conseillers soient des acteurs de la transition et non des observateurs. Nous devons cultiver l'esprit de redevabilité vis-à-vis de l'ensemble des conseillers, mais également de l'ensemble de nos citoyens. Ce qui reste clair, on va retourner à la base, on va discuter, mais faire en sorte que la commune marche comme elle doit marcher. Sur les conseils de la gouverneure, il a été demandé aux élus de travailler à la stabilité et pour la paix dans le pays. À Simambossia, dans la commune de Ratoma, une famille a été victime d'inondations la nuit dernière. C'est la famille Baldé qui pointe du doigt la mauvaise exécution des travaux de construction. Ce différend entre voisins est latent et revient dans la presse à chaque catastrophe. Malik Sendiana Kamara, Tcherno Sadouba, reportage. Cette ruelle sert de terrain de football aux jeunes de ces quartiers. Cela n'est pas sans conséquence sur le domicile familial de Ibrahima Souri Baldé, qui est à chaque fois victime d'inondations dès qu'il pleut. Pour trouver une solution à ce problème, Baldé aurait demandé aux jeunes de creuser des canaux d'évacuation. Il va donc offrir des agrégats et une tonne de ciment pour réaliser les travaux. Ce que nous oppose aux jeunes de quartier, c'est vu par rapport à la descente d'eau du haut vers la descente vers chez nous. On avait cherché à canaliser, mais finalement, la jeunesse est venue parce qu'eux, ils veulent avoir un terrain de foot. Ils veulent chercher à dégager des Renotco pour en faire un terrain de foot. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis venu vers eux. On a cherché à discuter, mais la jeunesse ne m'a pas au fait compris. Les travaux sont faits, mais mal exécutés, estime la victime de ces inondations. Et à chaque fois, l'eau, quand il pleut, quand il y a une forte pluie, ça rentre. La cour est carrément inondée, à chaque fois. Donc, ça fait la 5e fois maintenant. Baldé
pour éviter tout conflit, a saisi le conseil du quartier puis porté plainte à la gendarmerie en vain. Alors qu'il voulait faire un autre canal d'évacuation devant sa cour, les jeunes se seraient opposés à ces travaux. La plateforme nationale des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement, PNJDD, s'est prononcée aujourd'hui sur le passé, l'actualité et ses propositions sur la conduite de la transition. Les représentants de toutes les régions du pays sont revenus sur les dossiers brûlants de leur zone. Mamadou Sadio Baldé nous propose des moments forts de cette conférence de presse. La plateforme des jeunes leaders de l'Axe pour la démocratie et le développement est presque née dans la douleur le 16 septembre 2016. Les 35 jeunes leaders représentants de 18 organisations se sont inspirés des formations reçues du projet de paix guinéo-allemand La Baïonnette Intelligente. Depuis, la plateforme a traversé tous les mouvements sociaux et politiques dans l'Axe. Le processus d'extension est acté le 12 juin dernier. Pour faire le travail de la paix, elle dit que moi je propose qu'on reste ici et qu'on cherche à contacter des jeunes leaders de l'Axe pour voir ensemble comment identifier les causes de ces violences récurrentes. Et qu'est-ce que nous pourrons apporter? Voilà l'origine de la création des 35 jeunes leaders de l'Axe, dont beaucoup sont ici. Toutes les régions du pays se retrouvent à Conakry pour se prononcer sur la conduite de la transition. Cette plateforme préfère un régime parlementaire pour la Guinée. Le passage du régime présidentiel au régime parlementaire, la mise en place et le renforcement des pouvoirs des régions avec des gouverneurs élus et des conseils de gouvernorat délibérants. L'un des premiers avantages du régime parlementaire sera la solidité des institutions. La présidence de la République, l'Assemblée nationale, la Cour suprême, si elles sont au même niveau et que les juges sont élus, personne ne pourra influencer l'autre. Farana, Mamon, Conakry, Bokeh, bref, toutes les régions ont des particularités et chaque leader de chaque zone dispose d'un système d'approche spécifique. Les grains à cancan et la colère à la baie ont été finalement contrôlés par les jeunes leaders. Ils nous ont compris par endroits, mais il arrive à des moments où la frustration, les exactions sont très énormes parce que quand tu es en colère, tu arrives à ne pas certainement te reconnaître toi-même, à plus forte raison de reconnaître tes interlocuteurs. Restez avec nous, le journal se poursuit. Pour notre angle de ce mardi, nous irons à Kamsar où une affaire de 12 milliards de francs guinéens oppose les autorités de la commune rurale aux commerçants du marché Sahara. C'est un fait qui remonte en 2020 et qui porte sur un projet d'extension du dit marché entamé par la nouvelle équipe communale. Réunis en collectif, les opérateurs économiques de ce marché décident de ne plus payer les taxes. Reportage Omar Sori Kamara, Aïssatou Kesso Diallo, Salif Lifou Sissé. Nous sommes dans le marché Sahara, l'un des plus grands centres de négoce de la sous-préfecture de Kamsara. Ici, un conflit d'intérêts économiques oppose commerçants et autorités communales depuis plusieurs mois. Beaucoup parmi nous, les commerçants, sont des victimes qui sont acceptées là-bas. Ils sont vendus beaucoup de récits à 12 millions. Les grands nombres plus l'espace. Bon, mais on ne voit pas où va l'argent. Donc cette fois-ci, on a décidé de réclamer notre place. Ils ont dit qu'ils vont nous rester notre place. Mais là, les nombres de personnes qui sont acceptées, les reçus est plus grand que l'espace. Dans ce marché, aucune image ne reflète la modernité. Construite au centre du marché, c'est dans cette cabine où travaillent les représentants du ministère du Commerce. Pour le chargé des conflits à la Chambre de commerce, de l'industrie et d'artisanat, cette affaire de 12 milliards l'importe peu. La Chambre de commerce, ils sont là pour intervenir entre l'administration et le commerçant. Parce que les commerçants, c'est pour la Chambre. La terre, c'est pour l'administration. Donc s'il y a un problème, on est obligé, que ce soit à la justice ou bien à la police, on est obligé d'intervenir pour le commerçant. Avec l'administration aussi, on est obligé d'intervenir.
Pour remédier aux multiples difficultés dont souffrent les commerçants du marché Sahara, les autorités communales d'alors ont planifié un projet d'extension du marché qui traîne encore au regret des grands commerçants. Nous les commerçants, on a décidé, comme ils ont dit qu'on ne paye pas les taxes et on ne vérifie pas aussi si on paye les taxes ou on ne paye pas, nous on donne maintenant plus les taxes avec l'administrateur qui est là. C'est nous qui avons réclamé qu'on ne donne plus les taxes avec lui. Il faut que la mairie nous envoie quelqu'un. Et maintenant, il y aura notre représentant parmi les administrateurs qui va savoir, parce qu'on doit savoir ce qu'on donne, parce que c'est nous qui payons. Et il nous doit aussi des retours qui va retourner pour développer le marché. Mais il fait ça entre parenthèses, entre eux. Nous sommes victimes, vous voyez. Il faut sortir filmer. Prenez les tronçons là seulement pour sortir au goudron ici. Vous verrez en ce moment si le marché comme ça est développé ou pas. Assise derrière ces articles, pieds dans la boue, Kadiatou Camara se trouve coincée entre ses marchandises. Éprouvée par cette situation, elle lance un cri de cœur à l'endroit des nouvelles autorités du pays. Les femmes de Kamsar ont beaucoup souffert. S'ils menacent, nous ne pourrons rien faire. Il faut attendre que la pluie cesse. Chaque jour, nous payons les taxes à la commune. Nous sommes tout le temps malades. Que l'État nous vienne en aide. Réunis en collectif, ces commerçants dénoncent la mauvaise gestion du projet par la mairie de Kamsar. Cette fois-ci, on a décidé de réclamer notre place. Ils ont dit qu'ils vont nous rester notre place. Mais là, le nombre de personnes qui sont acceptées, les reçus est plus grand que l'espace. Vous allez aller visiter les routes qui sont mises là. Le plan avait dit c'est 12 mètres pour les grandes routes, pour que les camions rentrent entre les boutiques. Les petites routes, c'est 6 mètres. Mais aujourd'hui, les grandes routes, je pense bien, je ne sais pas si c'est 5 mètres. Les petites routes, c'est 2 mètres, 2 mètres 50. Les camions ne peuvent pas rentrer. Donc les boutiques sont isolées parce qu'une boutique qui n'a pas de route, ce n'est pas une boutique. Sur le site du projet de construction du marché, le constat est tout autre. Ces opérateurs ayant enregistré des pertes demandent une réparation des biens. Pour nous les commerçants, on est perdants parce qu'on ne peut pas utiliser ces places qui sont en train de nous mettre à notre disposition. Allez-y voir les magasins qui sont finis, terminés là. 4 mètres sur 4, là, tu peux vivre avec. Et les routes qui sont, parce que c'est le même plan, les routes qui sont programmées là. Pourquoi maintenant, cette année, ils ont diminué les routes qui étaient 12 mètres au début, maintenant les routes sont devenues 3 mètres à 5 mètres. Depuis le début de ces conflits, les administrateurs du marché font l'objet de plusieurs critiques. Ces derniers font savoir qu'ils sont souvent en contradiction avec les étalagistes et les propriétaires des boutiques. Il y a beaucoup d'endroits qui sont gâtés dans ce marché. Il existe souvent des contradictions entre les femmes et nous par rapport aux taxes. Nos chefs sont en train de travailler pour qu'il y ait une solution. Toutes nos tentatives d'avoir la version du maire de la commune rurale de Kamsar sont restées vaines. C'est ici qu'on se quitte. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à préparer ce journal. Excellente soirée à vous sur Espace TV.